Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition de votre quotidienne sur l'actualité des marchés financiers du 30 mai 2024. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, tous les 15 jours, nous avons le plaisir de retrouver dans les Market Movers de TV Finance Richard Mourin alias Ricardo Invest. Bonjour Richard Mourin alias Ricardo Invest. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Richard. Vous êtes spécialiste des marchés boursiers européens, avec nous donc tous les 15 jours pour nous expliquer comment diversifier nos portefeuilles avec des valeurs qui sont spécialement issues du secteur du luxe. Le luxe, comme tout le monde le sait, est actuellement en plein marasme pour les principales valeurs, mais ce que je crois, ce que j'ai compris à la réception de votre PowerPoint, c'est qu'il y a quand même des valeurs contracycliques d'une certaine façon sur lesquelles on peut encore miser. Oui, effectivement, le luxe n'a pas dit son dernier mot, mais ceci étant dit, le luxe, effectivement, est, je dirais, peut-être ponctuellement et dans une période un peu difficile de redistribution, comme on dit. On va voir qui flotte et qui coule. Et on va parler de celle qui flotte en ce moment, c'est la valeur Richemont. Richemont, c'est en Suisse. On va partir en Suisse aujourd'hui. On va quitter un peu l'Italie habituelle. Et c'est une vieille histoire, Richemont. Vous voyez la photo de Anton Rupert qui a commencé son histoire, je dirais, industrielle par fabriquer des cigarettes dans son garage pendant la grande crise des années 30. Et il a créé rapidement le groupe Rembrandt qui est devenu jusqu'en 1972 et monté en puissance jusqu'en 1972 pour devenir le 4e cigarettier au monde en rachetant Rothman. Donc c'est un Sud-Africain et il s'est rapproché pendant ces années 60-70 d'un certain Robert Hooke qui était un fabricant de briquets. Donc vous voyez la cigarette, le briquet, et il a lancé ce monsieur Hooke avait lancé un briquet en or avec une licence qu'il avait récupérée auprès de Cartier et était possesseur en partie du groupe Cartier. Et c'est à la mort de Robert Hooke que Anton Rupert a récupéré la société Cartier et c'est le début de l'histoire de ce que l'on connaît aujourd'hui du groupe Richemont, puisque dans les années 80-90, au moment de la fin de l'apartheid, monsieur Rupert était assez proche de Mandela, mais il voyait bien qu'il aurait des difficultés diverses et variées par rapport à des décisions politiques, et il a décidé d'envoyer toutes ces sociétés qu'il possédait de manière internationale vers la Suisse et créer une société qui s'appelle la compagnie financière Richemont. Voilà tout simplement l'histoire, comment s'est créé Richemont, et maintenant aujourd'hui Richemont a acheté pas mal de sociétés. Alors donc Cartier est peut-être le fer de lance de la société au niveau des marques, mais il y a aussi Van Cleef, Montblanc. Vous voyez toute la panoplie des marques du groupe Richemont. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est issu du monde de la cigarette. Voilà. Et au niveau des chiffres, on a une société qui vient de délivrer des résultats exceptionnels, qui fait qu'on voit que le graphique, on est quasiment au sommet historique de la valeur. Il n'y a strictement aucun souci sur le sujet, même si on voit qu'il y a peut-être des résistances techniques qui seront peut-être difficiles à passer, parce que je suis plus ou moins sur une période actuelle je dirais boursière, assez sceptique sur la capacité des valeurs luxe de monter. Mais on va faire un point aussi sur les quelques chiffres de la société, puisque Richemont, c'est en 2024. Alors, les chiffres 2024 sont tombés. C'est une société qui clôture assez tôt dans l'année. 20 milliards, un peu plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, et est en train de passer, là, dans l'année 2024, en train de passer devant le groupe Kering, et il devient le numéro 2 mondial du luxe, et va continuer à progresser autour de 5% par an pour atteindre à peu près les 25 milliards en 2027. On a une marge d'exploitation qui, elle aussi, est prévue de continuer à augmenter, passer de 23% à 25% dans la même période. Et donc, on se retrouve avec un bénéfice en forte augmentation parce qu'il y a eu pendant quelques années, là, il y a eu des opérations financières qui fait que, je dirais que le bénéfice était assez faible, mais je dirais que les intervenants n'étaient pas tout à fait inquiets sur le sujet. Il n'y avait pas de problème sur ça. Et on va doubler le bénéfice net par action entre 2024 et 2027. Mais je dirais que c'est déjà pricé dans les cours, entre guillemets, cette histoire-là. Et on se retrouve avec un PER actuel un petit peu fort sur 2024, enfin, sur 2024 qui vient d'être conclu à 35, mais on retombe sur les classiques qu'on a avec les autres opérateurs du même niveau. On est autour de 20 et on va vers 17 en 2027. Donc voilà, on a une société qui est, je dirais, globalement, qui n'est pas spécialement chère, qui n'est pas spécialement peu chère, qui a son prix et qui, comme on voit dans le graphique actuellement, là, journalièrement, a marqué par un gap, le tout dernier, le plus haut, ces derniers jours, avec les chiffres que la société a sortis, qui sont plutôt bons et qui me fait dire que à court terme, je suis plus positif sur la société
misé richement que sur ces deux acolytes, le numéro 1 mondial dont on va parler tout de suite après, et le numéro 3 qui est Kering. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on va patienter de voir si le marché va emmener la société un peu plus bas. Il y a une autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est quand même, en achetant richement, on s'expose à la monnaie suisse, qui n'est pas la pire de toutes, mais bon, il faut prendre en compte aussi le caractère monétaire des choses dans nos investissements, et donc on est aussi hors PEA puisqu'on est en Suisse. Voilà.